Bon après-midi, messieurs, dames. Je ne sais pas comment dire, ou bien ravi, ou bien surpris de votre présence renouvelée. Je remercie beaucoup Monsieur Jean Chapoutot de vouloir partager cette réunion avec moi. Dans la deuxième partie, on va parler avec lui, un collègue de la Sorbonne, sur ce que vous allez écouter dans les 50 minutes qui viennent. Une leçon intitulée « La grande école du monde, l'Europe comme cadre d'apprentissage ». Pour parler de l'Europe de telle manière qu'il en ressorte plus que le simple contour d'une idée du pouvoir et du monde, idée qui, ici de Rome, s'est ensuite à nouveau réalisée à travers des multiples réfractions. Il faut se déplacer dans le foyer vital de ces langues. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, avec légèreté d'esprit, l'Europe, comme s'il s'agissait d'une entité continentale compacte, que Napoléon a déjà cru tenir fermement en main à l'apogée de sa puissance, était lors de ses tout premiers commencements une polyphonie d'idiomes largement dispersés qui n'avaient en commun qu'un seul et même effet. Dans la mesure où ils étaient parlés, ces langues démontraient qu'à l'intérieur des cercles linguistiques, qu'on les appelle tribus ou peuples, on pouvait obtenir des succès réels sur le plan de la vie. Et ceux-ci apparaissaient dans des transmissions plus ou moins réussies aux générations suivantes de programmes complets de formes de vie. Les peuples sont des espaces de réussite de langue. Les langues, pour leur part, sont des effets de propagation qui accompagnent les populations locutrices dans leur phase de succès. Et pour reprendre la terminologie de la théorie du système, les contextes de ce type représentent ce qu'on appelle reproduction simple. Nous savons aussi, par le récit historique ordinaire, que depuis les expéditions gauloises de César, l'Europe latine s'est déposée sur les zones linguistiques régionales pour y former l'espace de réussite de la latinité. Et ce phénomène n'est pas seulement produit dans les territoires où le latin importé a muté avec l'aide des langues de substrat en langue vulgaire romane, comme en Provence, en Espagne, au Portugal, en Sardaigne, en Roumanie et dans quelques enclaves helvétiques, mais aussi et surtout dans la zone de la langue d'Oeil du nord de la France, où les Gaulois romanisés se sont imposés dans le parler quotidien face à l'idiome de la classe des seigneurs francs auxquels ils doivent leur nom. Un nom qui, pour être resté en vigueur jusqu'à nos jours, n'en est pas moins trompeur, parce que les Gaulois, c'était en quelque sorte les Indiens européens, les Indiens de notre continent, qui s'appellent les Français jusqu'à nos jours. Entre Naples et les Alpes, passant par des paliers populaires intermédiaires, le latin s'est décomposé en un idiome auquel on a donné, après Dante, Pétrarque et le Boccace, le nom d'italien. Des mutations de ce type se sont produites partout où les princes baptisés de provenance germanique, gauloise, anglo-saxonne, etc., avaient l'intelligence de s'entourer d'une élite de ministres ayant des compétences en latin, des subalternes comprenant l'impérium et d'ecclésiastiques doués pour l'organisation.
Et avec les premiers instituts supérieurs d'enseignement, les Universitates Studiorum, la latinité a acquis dans le domaine de la culture une efficacité équivalente à l'édification d'un empire. La translatio studii resta en vigueur jusqu'au XVIIIe siècle, date à laquelle les langues vulgaires ont fait la conquête des grandes écoles. Et jusqu'au XXe siècle, nul ne pouvait être considéré comme cultivé s'il n'avait pas étudié et pratiqué le latin. Et dans les universités et les écoles épiscopales des premiers temps, s'accomplissait un processus dont la meilleure caractérisation serait une accumulation originelle de la capacité de parler de Dieu, du monde et des droits des deux sphères. Et dans ces domaines, avait la capacité de découvrir et d'écrire celui qui était en mesure de s'approprier des éléments de la syntaxe latine et le vocabulaire du christianisme enrichi par le stoïcisme et d'autres reliques grecques, ainsi que la pensée administrative. Mais s'il existe un mystère de l'Europe, il tient au processus qui dépasse le niveau des simples reproductions. Pour se faire une idée des évolutions qui ont commencé au XIVe siècle et débouchent dans leur somme sur ce que constitue le processus eurogène, l'empowerment européen, avec des conséquences qui continuent sans aucun doute à produire leurs effets jusqu'à notre époque. Il faut se confronter à la singulière dynamique d'apprentissage qui, à partir du Moyen-Âge tardif, a acquis une validité dans les systèmes européens de la circulation du savoir, au-delà des sentiers battus du système des 7 arts libéraux. C'est en soi une réalité absolument étonnante et qui mérite d'être exposée sous forme d'une thèse lapidaire. En tant que fait de l'histoire de la civilisation, on doit supposer qu'en Europe, et en Europe seulement, s'est engagé à cette époque un processus que l'on doit caractériser, bon gré, mal gré, comme un contexte d'apprentissage englobant désormais plus de 7 siècles et produisant des effets fortement sélectifs et cumulatifs. Il dépasse largement ce que l'historique de l'école des Annales a entrepris d'étudier en se focalisant sur les pratiques généalogiques et sacrées. Au regard de sa dynamique d'apprentissage à long terme, l'Europe représente une singularité dans l'histoire de la cognition, et même la Chine, la première puissance mondiale quant à l'autostabilisation par apprentissage mimétique, n'a rien d'équivalent à lui opposer. Et c'est le maître penseur discret de l'Europe, le réformateur tchèque Jan Amos Komenius, mort en 1670, issu du mouvement des frères de Bohême, qui résuma en une seule sentence au milieu du XVIIe siècle la vérité basique de ce continent. Le monde entier, dit-il, est une école, et tous les humains sont réunis en elle par la rencontre, en latin le coetus, entre apprenants et enseignants. Et il ne manque dans cette maxime que la référence à la dimension diachronique du contexte scolaire. L'école elle-même prend la dimension d'un tissu s'étalant sur plusieurs époques. Et même si les motifs du tissu se transforment, même si divers paradigmes de la connaissance et de la capacité se remplacent les uns et les autres, le centre nerveux de l'apprentissage, l'expérimentation, la recherche et l'exercice dans leur ensemble persistent en dépit des mutations.
Et sur un point essentiel, Comenius dépasse ce penseur du drame qu'est Shakespeare lorsque celui-ci fait dire à Jacques le mélancolique dans « Comme il vous plaira » que le monde entier est une scène et tous les hommes et toutes les femmes ne sont que de simples comédiens. All the world is a stage and all men and women merely players. Non, même les comédiens doivent être considérés comme des versions en costume d'enseignants et des élèves. Et une société composée de simples mimes, joueurs de rôle et simulateurs perfectionnés à la rigueur l'art de se faire mutuellement illusion, mais elle ne ferait pas avancer d'un pas l'apprentissage en vue d'un monde renouvelé, élargi et compris en profondeur. Pour se faire une idée provisoire de ce contexte d'apprentissage renversant, il s'avère utile de revenir sur un chapitre du livre de Jacob Burckhardt, La civilisation de la Renaissance en Italie, apparu en 1860. Il est intitulé « La gloire moderne ». Nous allons ici poser un premier marque-page dans un chapitre plus ancien du livre de l'Europe, chargé de signaler un état de fait qu'on ne doit pas oublier en aucun cas. Un lecteur contemporain pourrait facilement succomber à la tentation de supposer qu'on n'y trouvera pas plus que le prétexte à une scène supérieure de l'anecdote. Burckhardt y décrit un processus que l'on devrait, au regard de ses conséquences et de leur portée imprévisible, qualifier de paradigme de Pétrarque. En avril 1341, en la personne du poète Pétrarque, mort en 1374, on a couronné pour la première fois un poeta laureatus, un contemporain bourgeois, par un sénateur romain, et cela avec l'assentiment du roi de Naples, Robert d'Anjou, en se rattachant à un rituel de la période impériale romaine, un événement qui a été copié à de multiples reprises jusqu'au XVIIIe siècle, au sein des cours et dans les grandes écoles. Mais à partir de ce moment, les poètes ont préféré porter les couronnes invisibles du génie. La scène romaine de l'année 1341 a clairement montré qu'on était entré dans une époque au sein de laquelle des rois de la sphère symbolique se produisaient à côté des chefs des dynasties. De notre point de vue actuel, on peut rendre compte du caractère extraordinaire de ce processus à travers la théorie du système. Comme l'a montré Burckhardt, les vrais temps modernes ont commencé avec la modernisation de la célébrité. On peut la concevoir comme le lancement d'un cycle dans lequel un capital initial de réputation, quelle que soit la manière dont il a été acquis, génère de nouveaux gains de réputation. Les nouvelles stars de l'érudition du XIVe siècle, de la poésie, de la rhétorique, des beaux-arts, de la musique, ont donné son impulsion initiale à un contexte que l'on identifie encore 7 siècles plus tard comme un continuum complexe de culture européenne de l'individualité. Comme le soulignait à juste titre Burckhardt, Pétrarque est le premier homme moderne dans la mesure où il a su surfer sur une vague de célébrité qui, amplifiée de multiples manières, se déploie jusqu'à nos jours avec plus d'autonomie que jamais et dans des dimensions mondiales.
quand il arrivait à Charlie Chaplin de noter qu'on connaissait son nom dans des régions du monde où l'on n'avait encore jamais entendu parler de Jésus-Christ. Il parlait en héritier de l'effet Pétrarque. La bonne nouvelle des temps modernes, c'est que tu n'as pas besoin d'être né noble pour acquérir de la gloire. Distingue-toi par tes talents et tes œuvres, fais en sorte de susciter l'attention par tes actes et tes écrits, tu prendras place à côté des rois, et qui sait si ce ne sera pas au-dessus d'eux. S'il existe quelque chose qui exprime de manière exemplaire le changement des situations du monde dans la modernité commençante, c'est bien cet épisode survenu au milieu du XIVe siècle. Quand on l'étudie en profondeur, on découvre un principe dont l'efficacité n'a pratiquement jamais été pensée jusqu'à son terme. Parce que le tourbillon de succès qui s'élève autour du nom du poète Pétrarque fait apparaître un contexte sur lequel le didacticien originel qui était Comenius et que nous venons de mentionner a explicitement attiré l'attention 3 siècles plus tard avec son ontologie de l'être à l'école. Il repose sur un effet d'une immense portée. Lorsque ce qui a été atteint et appris est suffisamment ancré pour être cité par d'autres apprenants et enseignants, ce qu'on apprend en plus s'y arrime plus facilement. Et là où l'on atteint une première excellence, d'autres distinctions peuvent suivre sans effort. Et appliqué à l'expérience de Pétrarque, cela signifie, dès qu'un premier succès de célébrité est intervenu, la probabilité de voir des moments de gloire supplémentaires s'ajouter aux précédents augmente. Et c'est au XIVe siècle, avec son économie innovatrice de la célébrité, qui annonce pour la première fois la mobilité sociale vers le haut, qu'intervient cet effet révolutionnaire discret qui, au fil du temps, s'emparera de la totalité des domaines sociaux de la vie, ultérieurement nommés sous-systèmes sociaux. Le sociologue américain Robert K. Merton, mort en 2003, l'a qualifié d'effet Mathieu, ce Matthew Effect, dans une publication de l'an 1968. Une publication qui mérite, dans nos jours, probablement plus d'attention que les événements qui se sont produits dans cette année fameuse. Mais ce qui reste, c'est la publication de Merton et sa découverte du Matthew Effect. Dans une démarche apparemment anodine, il se référait seulement, dans un premier temps, aux effets auto-amplificateurs des citations dans la littérature scientifique. Un auteur dont le nom et les œuvres sont fréquemment cités s'attire d'autres citations, notamment au début de son attractivité, comme s'il était impossible que cela se passe autrement. Et Merton fait allusion à l'Évangile selon saint Matthieu, dans lequel Jésus, dans le contexte de la terrible parabole des talents qui précède le discours menaçant sur le jugement dernier, aurait tenu ce propos provocateur. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
une fois qu'on a laissé aux théologiens le souci de purger l'agacement que suscitent des propos qui peuvent paraître incorrects, surtout pour les oreilles modernes, ils offrent aux lecteurs dépourvus d'a priori religieux une leçon stimulante. Comme il sera difficile de récupérer Jésus comme créateur de slogans pour le manque de cœur néolibéral, on peut supposer qu'il parlait de toute autre chose. Et c'est effectivement de cette toute autre chose qu'il faudrait mettre en exergue de toute compréhension appropriée de la situation moderne du monde. Et en soulignant que l'on donnerait à celui qui a, il exprimait un principe également inhérent à l'effet Pétrarque et qui revint dans les réflexions de Comenius sur l'enseignement. À l'école de la vie, dans son organisation européenne, on n'enseigne au bout du compte qu'une seule matière principale. Elle est intitulée « Réussite ». Les matières secondaires portent des noms variés. Et sur le fond, ici, tout apprentissage est un apprentissage de la réussite. Et en tant que tel, il inclut un apprentissage de l'amélioration que l'on restitue traditionnellement par des mots comme discipline, exercice, exercitium, et dans la modernité par le terme training, ou entraînement. Et là où coexistent plusieurs vecteurs de réussite, ils se défient dans des compétitions qui provoquent les uns et les autres, qui provoquent fréquemment des effets d'amélioration. Et dès que le succès de l'enseignement se stabilise à un niveau supérieur, l'élévation naturelle de l'enseignant au-dessus de l'élève engendre l'habilitation à enseigner dans des établissements scolaires. Et là où elle est exercée dans les règles de l'art, apparaissent des effets scolaires parfois à longue portée. L'académie fondée par Platon à Athènes au début du IVe siècle avant notre ère, cette académie a existé plus de 900 ans avec des interruptions mineures. Elle fut fermée en raison de la bigoterie de l'empereur Justinien en 529 pour connaître, après la chute de Byzance au milieu du XVe siècle, une nouvelle vie en tant que lieu de collecte de l'intelligence. Si l'on a pu obtenir une chaîne de transmission qui ne soit plus jamais condamnée à se rompre tout à fait dans cette partie du monde, en dépit des grandes crises, le terme chaîne offrant sans doute une métaphore trop robuste pour des processus subtils, c'est uniquement parce que la réussite a eu du succès dans des institutions destinées en Europe à transmettre des compétences cognitives, parce qu'elle a pu devenir une tradition de compétences techniques et artistiques, et parce qu'elle est devenue dominante entre le Moyen-Âge tardif, les temps modernes et notre époque. Et pour s'intégrer, un novice devait être prêt à prendre pour point de repère l'état actuel de l'art et des arts. Et cela incluait l'exigence douloureuse de se laisser humilier par le savoir et le savoir-faire des maîtres. Mais là où l'humiliation était compensée par l'admiration, elle pouvait produire l'effet d'un aiguillon. Et la figure du maître, dans laquelle se condense un quantum d'autorité culturelle, c'est-à-dire un savoir-faire avéré, accompagné d'une habilitation à enseigner, est attesté dans le monde entier dans des multiples expressions relevant de la culture hautement avancée.
Et c'est notamment dans le cas de l'espace asiatique, surtout en Inde, depuis lequel une gourocratie discrète a prospéré depuis toujours. La principale invention psychoculturelle de l'Europe n'est cependant pas l'enseignant, qu'il porte le nom de didaskalos, magister, maître, maestro ou professore. Cette figure qui a la volonté de reproduire chez ses élèves son savoir enseigné et son savoir-faire, mais c'est l'étudiant en qui l'humilité et l'ambition sont actives simultanément. Et tandis que l'humilité sans ambition produit la subalternité, l'ambition sans humilité mène au narcissisme de la pratique culturelle qu'entretenaient déjà à l'époque médiévale les sociétés de cour en tant qu'ensemble euphorique. Et dans la fête impériale de l'ère de Napoléon III, jusqu'à la culture des parties des consommateurs finaux postmodernes de Londres, Dubaï et New York, les cercles qui donnent le ton dans les médias populaires sont ceux qui se congratulent eux-mêmes d'être tels qu'ils sont. Et ce qui a pris entièrement le dessus dans les sphères largement dissociées des disciplines d'apprentissage, des pratiques et des transmissions, sans que les acteurs eux-mêmes aient pu l'appréhender, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu, ainsi nommé d'abord dans un esprit aphoristique. Si on le transpose dans la sphère du discours métaphorique, dans la discussion analytique, on voit se profiler un phénomène qui a attendu le XXe siècle pour trouver sa définition sur le plan de la logique, de la technique et de la théorie du processus. On parle depuis du feedback positif, positive feedback. En d'autres termes, de l'auto-alimentation des processus par leurs propres résultats. Et ce que l'on considère généralement comme la sociologie, la politologie, la théorie économique, les sciences humaines et leurs objets, ne représente rien d'autre du point de vue du système et de la logique des processus que le champ des études portant sur les effets de la circularité dans les systèmes sociaux. Il y a 200 ans, on a présenté avec la science de la logique de Hegel, écrit entre 1812 et 1816, une première tentative visant à aller au fond des processus pour lesquels les effets semblent assumer le rôle de leur propre cause. Chez Hegel, toutefois, la part de la mystification est restée trop importante pour emporter la conviction générale. Mais les fécondes impulsions de la dialectique, qui voulaient traduire l'être en l'expression du devenir, ont été reprises par la pensée moderne du système qui indique jusqu'à nouvel ordre l'altitude de ce qui est rationnellement possible. Et sur ce terrain, l'analyse marxiste du processus du capital a joué pendant un certain moment le rôle d'un paradigme pour la compréhension des processus à feedback positif. Le processus du capital est un Matthew effect, un processus, un recouplage positif, un feedback positif. Et les marxistes, doués de sens de l'élément systémique dans les circulations des capitaux, ne se comportaient pas seulement en rêveurs arrogants lorsqu'ils furent, pendant un moment donné, persuadés d'être en avance sur le reste du monde pensant, mais en raison de leur fixation sur les processus intervenant sur ce qu'on appelle la base,
Ils sous-estimaient toutefois l'étendue des domaines de réalité dans lesquels les effets de feedback débouchent sur des amplifications endogènes produisant une modernisation. Et ça arrive un peu partout. Et à la lumière de l'analyse généralisée du feedback, la réalité comme globalité d'états et de processus s'articule en 3 zones de course circulaire. À côté des simples cercles de conservation de soi, qu'on pourrait appeler circuli stabilitatis, que l'on perçoit d'ordinaire en observant la nature ou encore les écosystèmes autorégulateurs dans les sociétés traditionnelles, on remarque, quand on étudie les phénomènes sociaux plus complexes, des cercles d'auto-amélioration, circuli virtuosi, et des cercles producteurs de lésions que l'on se cause à soi-même, circuli viziosi. Et c'est à eux qu'on doit attribuer l'interprétation fondée sur la théorie des processus, c'est-à-dire l'interprétation méthodiquement amorale des améliorations et des tendances à dégradation dans les complexes culturels. Et sur ce terrain, les voix de Nietzsche et de Niklas Luhmann convergent. Nous sommes accompagnés par des harmoniques provenant des instrumentations de Hegel et de ses successeurs, complétées par l'appareil logique auquel on donne, depuis les études novatrices de Norbert Wiener et John von Neumann, le nom de cybernétique ou de science des mécanismes autorégulateurs. Et des contextes comme celui-ci seraient plutôt courants pour les Européens cultivés de notre époque, si un élève dissident de Hegel ne s'était pas immiscé vers le milieu du XIXe siècle dans l'histoire de l'enseignement du continent, avec une intervention qui, en dépit de son génie, provoqua plus de confusion que de résultats productifs. Au début, Karl Marx avait suivi les indications séditieuses des premiers socialistes français, selon lesquels le système moderne de la manufacture et de la fabrique n'avait, au bout du compte, pas provoqué beaucoup plus qu'un changement de la structure de l'esclavage. L'exploitation directe des serfs sous le diktat des seigneurs aurait été, selon eux, remplacée par l'exploitation indirecte de la main-d'œuvre prolétarienne dans le système salarial. Plus tard, le penseur arriva à montrer comment la dynamique de la civilisation européenne récente est de plus en plus issue des lois propres à un processus éminent d'auto-amplification. Un Matthew Effect à l'échelle gigantesque. Marx l'a décrit comme la circulation du capital, un mouvement qui, au début, n'a rien d'irrésistible, mais avance plutôt par saccades et par crise, et qui, opérant ces métamorphoses sous les formes de l'argent, de la marchandise, le savoir et la machine, a tout de même pour cible l'auto-exploitation de la valeur. Et la pensée de Marx resta tellement absorbée par les boucles, les amplifications et les crises de ces processus qu'il se contenta d'appliquer exclusivement aux circulations du capital dans le système industriel le schéma du positif feedback, de l'auto-alimentation par les résultats ou de la rétroconversion des effets en cause de deuxième niveau. Et il ne faut aucun doute qu'il développa à cette occasion des idées importantes, notamment pour ce qui concernait la composition organique du capital, dans lequel la grande mécanisation et la qualification des ouvriers spécialisés jouent un rôle croissant. Et la dynamique de la circulation du capital, surtout après la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, a indubitablement produit des effets de transformation du monde. Et c'est avant tout l'étroite interconnexion du système minier britannique et de l'industrie textile nationale, d'une part,
et la technique des machines motorisées de l'autre, liaison encore formulée dans le manifeste de 1848 sur le ton d'une prophétie valant diagnostic qui a provoqué un changement social accéléré en dépit des puissances d'inertie liées aux situations traditionnelles. Et la thèse, extrêmement ambitieuse sur le plan de la philosophie sociale, mais tout à fait problématique, développée dans le livre 1 du Capital en 1867, selon laquelle l'argent capitalisé se renouvelle comme un sujet automatique, phénomène au cours duquel, s'il extrait de son lien initial avec le contexte du monde social de la vie et impose son obstination sans le moindre égard face aux situations plus anciennes, pouvait au premier regard donner une impression de plausibilité. Mais au point où apparaît l'expression de sujet automatique, nous voulons poser notre deuxième marque-page dans le livre de l'Europe. Il signale l'une des pages fatidiques sur lesquelles les sujets se sont divisés dans la mesure où ils soumettaient ce qu'on appelait le sujet, le subject, à des interprétations ou bien socialistes ou bien libérales. D'ailleurs, le traducteur français du Capital ici a commis, je ne dirais pas une erreur grave, mais un changement de sens dramatique en traduisant le mot sujet par le terme spinoziste substance. Donc, c'est peut-être le point de départ de l'erreur de l'école althussérienne, la fausse traduction du mot sujet automatique par substance automatique. C'est la porte d'entrée où une fausse idée de l'automatisme est d'entrer dans la pensée française. Quoi qu'il en soit. Il est dans la nature de l'état du monde moderne, pour reprendre l'expression de Hegel, que les inventions les plus concrètes entrent en résonance avec les pensées les plus abstraites. L'année où parut le premier livre du Capital, Alfred Nobel déposait le brevet d'un produit à la nitroglycérine qu'il venait de mettre au point. Il le commercialisa sous le nom rassurant de poudre de sûreté Nobel. Mais l'inventeur était resté au lycée classique suffisamment longtemps et il avait de surcroît assez d'habileté dans son rôle de directeur de vente pour attacher à le nom hellénisant de dynamite à ce produit prometteur. Et la demande montra que cette invention était au goût du jour dans tout le sens de l'expression. Et le monde disposait désormais d'un explosif, ou pour employer une autre terminologie, un moyen de production qui mettrait un terme au régime de la poudre noire établi à la fin du Moyen-Âge. Et dès lors, le cours de ces temps historiquement agités appartint aux substances dotées d'une explosivité démultipliée. Au début, on les employa surtout dans l'exploitation minière du diamant et dans la construction des tunnels sous les arbres. Toute la mythologie du grand Bernard est fondée sur le dynamite. Et en Suisse, à la fin du XIXe siècle, on donnait aux auteurs d'attentats anarchistes le nom fort objectif de dynamitari. Et quand Nietzsche notait dans son Ecce Homo en 1888 « Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite », il tirait les conséquences métaphoriques inévitables de l'utilisation de ce nouvel explosif. Et le brevet sur la ballistite que déposa Nobel révolutionna aussi un peu plus tard les armes à feu et l'artillerie.
Mais au-delà du phénomène moderne de l'invention, dont le produit proposé par M. Nobel nous livre un exemple, au-delà du phénomène moderne de l'invention, une hyper-innovation qui débuta elle aussi au XVIIe siècle et qui était totalement imprévisible, avait impulsé une nouvelle dynamique aux situations des temps modernes. Avec l'intensification de l'extraction du charbon minéral dans les mines à grande profondeur, animée par l'impératif d'économiser le bois, parce que le charbon, au XVIIe siècle, c'était une énergie alternative. Il ne faut pas oublier. L'avant-garde des civilisations en cours d'industrialisation noua une liaison aussi grandiose qu'en fatale avec ce qu'on appellerait plus tard les vecteurs d'énergie issus de l'énergie fossile. Et avec toute l'admiration que l'on doit aux grands sociologues, il n'est plus guère possible d'affirmer que l'éthique du protestantisme inventée par Max Weber pour le siècle passé ait joué ici un rôle. 2 ans avant l'apparition du premier livre du Capital, l'économiste britannique William Stanley Jevons proclamait d'un ton triomphal dans son traité « The Coal Question », la question du charbon, 1865, les débuts d'une ère du charbon. Et il pressentait qu'à la longue, il ne suffirait pas à résister à la concurrence continentale et en particulier à la mobilisation de l'industrie et de la marine que l'Allemagne organisait méthodiquement. Jevons n'en considérait pas moins le charbon comme le souverain de la vie moderne. Sans lui, l'humanité retomberait immédiatement au stade de la misère archaïque, un témoignage précoce de la rhétorique de la régression menaçante à laquelle ont depuis régulièrement recours les défenseurs du « continuer comme ça ». Tout comme l'analyse marxiste mettait en avant la position particulière de la force de travail comme marchandise dans la création de valeur, Jevons attirait l'attention sur une particularité du charbon comme force de travail. Il ne faisait aucun doute que dans le système industriel, on pouvait tirer de la création de valeur due à la force de travail un excédent auquel on pouvait donner, dans la terminologie marxiste, le nom de plus-value, Mehrwert. Mais il aurait été bien plus nécessaire de remarquer que le charbon apportait un surcroît miraculeux de plus énergie. Mais l'expression plus énergie n'apparaît pas dans la littérature de l'époque, alors que sur le fond, le calcul réalisé avec des quantités gigantesques et croissantes de plus énergie domina à tous points de vue la scène économique et culturelle à partir de la fin du XVIIIe siècle. On ne voulait relever le fait que constituait l'exploitation que dans le labeur non rémunéré des serfs et des esclaves, mais aussi et plus encore par la suite dans la force de travail humaine sous-payée du système des usines. Mais à peine consacrait-on le plus petit reste de son attention à ce que l'on nommait plus tard les vecteurs énergétiques, qu'il vaudrait mieux appeler les apporteurs de plus énergie. Bringer von mehr Energie, Mehrwert, mehr Energie. Pourtant, sans l'extension permanente des effets de plus énergie, l'ensemble du cours du monde depuis la fin du XVIIIe siècle resterait parfaitement incompréhensible. Avec son organisation qui tournait sur elle-même et son agitation naturelle, le capital pouvait certes mettre en mouvement la société moderne comme un sujet automatique, mais c'est bien en revanche le charbon comme sujet énergétique efficient
complété par le pétrole après 1900 et le gaz naturel après 1950, qui imprima son élan transformateur explosif aux sphères de la production et de la consommation. Et si la modernité offensive pouvait parler des langues et d'optimisme, du progrès, de la confiance en la croissance et de l'abolitionnisme à propos des conditions de vie indignes que subissaient les esclaves, les femmes non aristocrates et les étrangers, c'est uniquement all things considered parce que l'afflux des forces anonymes sortant de la profondeur du passé terrestre procura à ce type de revendication une plausibilité croissante en ce qu'elle leur apporta une perspective d'être satisfaite. Et très tôt déjà, le sujet énergétique de la modernité, semblable en cela au sujet automatique, présenta un trait titanesque. Il apposa son empreinte sur les navires, les expositions universelles et les constructions des tours. Et les deux sources non humaines de mouvements inaugurèrent l'ensemble, l'ère pyromaniaque qui bondit d'un franchissement des limites suivantes. Et le secret de son extension tenait à l'exploitation brutale de la forêt souterraine. C'est une expression forgée par un écologiste allemand, Rolf-Peter Sieferle, dans les années 80. Et parce qu'à cette exploitation brutale de la forêt souterraine qu'elle a permis au monde moderne de se rattacher aux ressources quasi infinies de l'antiquité géologique. Et le drame des énergies fossiles, c'est que avec le changement de paradigme du charbon au pétrole, on a pu se passer du prolétariat minaire. Il n'y a plus de classe ouvrière au niveau du pétrole. Il n'y a que quelques ingénieurs qui font des forages, etc. Et la même chose pour le gaz. Donc, l'abolition du prolétariat commence par le changement du paradigme dans la production de la plus énergie. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'on a pu briser de manière décisive la barrière des pénuries naturelles, alors que l'incorrigible lenteur de la croissance du bois avait depuis toujours fait en sorte qu'une branche ou une bûche ne puisse être brûlée qu'à une seule reprise. Il était tout à coup devenu possible de consumer de millions de fois une bûche de bois qui, devenue charbon minéral, remontait de la profondeur des temps. Et les expériences d'abolition des limites et des inhibitions que cela provoqua suscitèrent une nouvelle sensation d'inquiétante étrangeté, au sens psychanalytique, dans la civilisation. On la désigna prudemment par le terme démesure, on la caractérisa en termes posés de légèreté d'esprit, mais chez certains contemporains sensibles s'insinua la crainte d'assister au début d'une nouvelle ère dans laquelle l'existence de l'homme équivaudrait à l'emprisonnement dans un rêve où l'on chevaucherait sur le dos d'un dragon. Depuis le XXe siècle, se déroulent dans les sphères de la physique et de la cybernétique qui virent à l'intelligence artificielle appliquée des processus d'une telle portée qu'on ne peut pas s'abstenir de parler d'une révolution intégrale de la civilisation
il faut s'attendre à ce que sa portée dramatique dépasse même les effets les plus virulents de l'ère Gutenberg. Elle transforme les effets d'apprentissage animés par le feedback, jusqu'ici alimenté par l'être humain, en une autodidactique des machines. Alors, un jour, le Collège de France sera rebaptisé Collège des machines, Collège des machines françaises, les machines autodidactiques de France. Alors, célébrons notre situation d'un retardement exclusif et privilégié. Alors, nous sommes les derniers qui ont appris de façon classique. Mais les machines autodidactiques vont remplacer tout ce que nous prenons pour ce système de l'intelligence. Et les universités, Universitas Marinorum va remplacer tout ce qu'on connaît sous ce nom. On pourrait interpréter l'ensemble de cette évolution comme le reflet projeté par les processus d'apprentissage européens sur une grande école dans laquelle des outils feraient leurs études. Et avec eux, la dynamique des processus propulsée par le feedback atteint un nouveau sommet. Et avec elle apparaît une inquiétante étrangeté de deuxième ordre. Le monde humain ne se sent plus seulement hanté par les spectres des morts, il sera à l'avenir encore plus inquiété par des cauchemars noosphériques dans lesquels les spectres se programmant eux-mêmes hanteront les lieux sans avoir de préexistence, des cauchemars venus du futur. Pour terminer, caractériser le processus eurogène des temps modernes ou l'empowerment européen comme un cadre d'apprentissage élaboré au fil des siècles oblige à expliquer un changement structurel de l'apprentissage qui s'est accompli au fil d'un long cursus en bonne partie non programmé. En Europe, s'est déclenché sur le champ un mécanisme dramaturgique qui a modifié le rapport mutuel des générations qui apprennent et de celles qui enseignent. Et ce que l'on appelle communément la modernisation des signes du point de vue de la dramatique culturelle, le passage progressif de l'apprentissage par imitation de l'ancien et des anciens à un apprentissage par imitation du tout neuf et des nouveaux. Et si l'on pouvait décrire le premier mode par l'expression tradition, transmission de ce qui a fait ses preuves, on pourrait utiliser pour le second le terme de mode. Et on ne rappelle pas seulement ici la parenté étymologique entre la mode et modernité, mais on voit aussi apparaître une occasion de souligner le caractère de mode qui s'attache généralement au comportement d'imitation dans le domaine du simultané. Le concept élargi de la mode n'englobe pas seulement les processus concernant le comportement vestimentaire et l'autodesign des individus modernes. Il se rapporte à tout ce qui concerne leur équipement en vocabulaire, discours, profession de foi, lecture, habitudes d'écoute, préférences gustatives et attributs de l'élévation personnelle. D'un certain point de vue, l'histoire culturelle des temps modernes dans son ensemble n'est qu'une vaste querelle des anciens et des modernes,
non seulement pour ce qui concerne la dispute autour de la primauté des maîtres antiques sur les auteurs du temps présent, tels que l'ont déclenché autour 1700 des critiques français qui, fiers contemporains du roi Soleil, ne voulaient plus s'agenouiller devant les anciens. Elle produit la friction permanente entre l'apprentissage d'après des modèles éprouvés, issus des jours anciens, et l'orientation sur le nouveau qui, sans être estampillé par l'histoire, fait justement impression par sa nouveauté et par la promesse qu'elle recèle d'une amélioration ou d'une animation du niveau supérieur. Et c'est la raison pour laquelle le processus de la modernité dans son ensemble n'est pas compréhensible sans la dynamique de l'apprentissage de la nouveauté. Mieux, depuis que des critères comme originalité, le génie, la capacité de divertir, la valeur de surprise, l'utilisabilité pratique et la rentabilité supérieure ont pris le dessus, c'est la nouveauté en tant que telle qui occupe le rang privilégié. Et la néophilie devient l'habitus déterminant des personnes cultivées. On flaire partout la révolution et on la salue souvent sans l'avoir vue en tant que divertissement et source d'animation. Et depuis les années 20 du dernier siècle, même les conservateurs se sont présentés comme des révolutionnaires pour ne pas manquer le train de l'époque. On peut illustrer ce processus de manière exemplaire en prenant l'exemple de la redécouverte de l'anesthésie dans la chirurgie moderne. Après que la première opération sous anesthésie générale à l'éther eut été entreprise avec succès le 16 octobre 1848 au Massachusetts General Hospital à Boston, et ce fut la véritable révolution d'octobre, la connaissance du nouveau procédé est d'entrer en l'espace de quelques semaines dans la pratique de nombreux hôpitaux du monde entier. L'élimination de la douleur n'a pas seulement donné le jour à une pratique médicale extensive de l'opération, on a aussi vu se développer un nouveau mode de l'être patient. Il imprègne la nouvelle condition humaine plus qu'une autre caractéristique. La conscience de l'opérabilité ou de la capacité de recevoir un traitement tolérable, condamné dans un état de crise physique, transforme radicalement l'être dans le monde humain. Et aucune autre innovation démontre avec une telle force la conversion des modernes à l'apprentissage auprès du simultané. Et l'enseignement de l'art de l'anesthésie qui surgit soudainement témoigne du triomphe de la mode. Et celle-ci serait par conséquent, dans la mesure où elle apporte son assistance à l'apprentissage culturel, un processus de tri qui, sur 1000 expériences, écarte 990 propositions pour en conserver 2. Et du point de vue fonctionnel, elle constitue donc une méthode pour accéder à des nouveaux classiques. L'éther et le chloroforme sont des classiques de la chimie, et après eux ont pu apparaître des nouvelles substances comme la kétamine et le propofol. Donc, pour terminer, l'accession à la mode de presque toute chose est apparentée par son origine avec l'accélération des successions d'événements historiques que l'on ressent partout après 1989. Cependant, ici ou là, la mode, comme imitation du neuf et de l'inouï, a voulu devenir politique. Elle a diffusé l'idée illusoire que aussi les événements survenus en France entre 1989 et 1789
1994 pourrait, dans un délai rapide, se rejouer sur d'autres théâtres européens et pourquoi pas aussi en Amérique du Sud ou en tout lieu dans lequel les émancipations des puissances surannées étaient en souffrance. Mais on a vu qu'un siècle entier était nécessaire pour populariser le goût de la République et de la démocratie. La France elle-même eut besoin de 4 rechutes dans la monarchie avant que son stade républicain ne prenne avec la Constitution de 1875 des formes un peu plus stables. Et dans le domaine politique, la victoire de la mode sur la tradition, telle qu'elle caractérise le monde moderne, a été modérée par les inerties du réel. La fin. Qualifier l'Europe sur un ton neutre, ça s'entend, de citadelle de l'incroyance dans le monde entier, revient à affirmer qu'il existe des formes de désapprentissage et de déshabituation que l'on peut comptabiliser comme des gains. Pour l'exprimer sans détour, la plus grande réalisation de l'Europe, mais aussi la plus risquée sur le plan de l'histoire de la civilisation, est d'avoir libéré les individus de leur appartenance totale à des communautés fermées de culte et de croyances. Et depuis l'époque du début des Lumières, on débat de cet état de fait sous l'intitulé « liberté religieuse ». Mais à la suite de sa banalisation, ce concept s'est trop appauvri pour donner une idée de la portée de ses significations. Elle n'exprime pas seulement la liberté de profession de foi dont profitent les individus. Elle est précédée par la fiction moderne selon laquelle on peut choisir la foi dans laquelle on a été élevé de s'en départir après coup, ou plus précisément selon laquelle on peut non seulement recouvrir ou désactiver d'anciens engrammes, mais aussi les effacer, ce qui est impossible. Elle désigne de surcroît, et c'est d'une signification d'une force considérablement supérieure, qu'on dégage la religion en tant que telle de sa fonction qui lui était fixée depuis des temps immémoriaux. Assurer la cohésion d'un groupe de personnes données au sein d'une synthèse sociale fondée sur la communauté de contraintes. Et si l'Europe a accompli une réalisation qu'il faudrait inclure dans tout programme futur de civilisation ayant prétention à l'universalité, c'est bien celle d'avoir libéré peu à peu la religion de la mission consistant à assurer la cohésion d'ensemble humain par des contraintes psychiques et sociétales. La fonction de former une cohésion a été transmise depuis longtemps sous nos latitudes à des agences culturelles extra-religieuses comme les universités, les établissements scolaires, les littératures, la presse, les musées, les médias de divertissement, les caisses de retraite, les associations, etc. Et dans ce sens, le jeune Karl Marx avait raison lorsqu'il affirmait que toute critique commence par la critique de la religion. Mais celle-ci commence, quant à elle, par le refus de la communautarisation totale. Et son premier succès est la décriminalisation de l'apostasie. Alors, on pourrait littéralement qualifier l'Europe comme une libre union d'apostats décontractés. En elle, les incroyants n'ont plus rien à craindre et les croyants peuvent se détourner du peloton des incroyants
sans risquer plus qu'un certain sourire. Et dans quel autre point du monde les phénomènes liés à une formation de communes non totalitaire, non intégriste, se sont-ils développés d'une manière aussi féconde et multiple? Que seraient les sociétés sans communes? Que seraient-elles sans associations, unions professionnelles, clubs, chœurs, voisinage? Il faudrait noter ici que le prétendu laïcisme pratiqué en France est d'une manière erronée de désigner l'émancipation qui permet aux individus de renoncer à une adhésion obligatoire au codage religieux, alors que la laïcité, née du pathos anticatholique, a pris pour sa part les traits d'une communauté de croyances. Mais le laïcisme en français est l'image inversée, inconsciente de l'abolition de l'édit de Nantes avec lequel Louis XIV avait ouvert la voie au mal français. Mais si l'on devait résumer en une tournure simple le principal gain tiré du processus européen des Lumières, on se retrouvait avec une formulation négative. Ce gain consiste dans le désapprentissage progressif de la subordination. Monsieur Test dirait « la subalternité n'est pas mon fort ». Et en termes positifs, et transposé dans la langue de Spinoza, cela signifie « l'Europe véritable se trouve partout où les passions créatrices ont ravi son rang au ressentiment ». Merci.